Alors, bonjour à tous et bienvenue à Génération Oui. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de retrouver Pierre Nantel, qui est candidat pour le Parti québécois dans Marie-Victorin. Vous allez bien? Ben oui, je vais très bien. Et vous? Très bien, merci d'abord. Permettez-vous qu'on se tutoie pour l'entrevue? Ben oui, ouais, ben oui. Bon, parfait. C'est bien moins compliqué. Il y a une Ben, lettre de moins à chaque verbe, alors c'est déjà mieux. allons-y comme ça alors. Alors, Pierre, bon, je l'ai mentionné, tu es candidat dans Marie-Victorin. Tu as été également député fédéral. On aura l'occasion d'y revenir. Mais Ouais. d'abord, je me demandais d'où est né ton intérêt pour la politique? Ben, je dirais que je me qualifie pas vraiment de politicien, mais plutôt de citoyen qui voit dans la politique une manière de régler des problèmes. Je pense qu'on pourrait me qualifier de réformiste dans la mesure où je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées, changées, mais j'ai quand même une foi dans notre système démocratique, dans les systèmes d'information qu'on a. Puis c'est pour ça d'ailleurs que je me suis tant battu pour protéger cet écosystème-là. Je peux dire aussi que j'ai été très interpellé en 2012 parce que c'est justement cette mise en doute de la probité ou du biais que pouvaient avoir les médias à l'époque. Ça m'a beaucoup interpellé. J'ai été très perturbé à cette époque-là. J'ai beaucoup lu sur ce passage important de notre histoire qui a généré d'ailleurs une génération qui a généré une génération, c'est un petit peu pléonasmique, mais qui a donné une génération de militants engagés, puis qui a vraiment marqué une génération d'étudiants et donc d'aujourd'hui, 10 ans plus tard, ben, de trentenaires. Et à l'époque, j'en suis venu à la conclusion que c'était peut-être pas tant un problème au niveau, disons, d'une forme de contrôle des médias, mais plutôt d'un fossé générationnel qui qu'on pouvait noter dans les médias aussi, qu'il y avait peut-être à l'époque justement moins de journalistes de la même génération qui comprenaient la génération qui était dans les rues. Alors, mais moi, donc, je carbure vraiment plus aux urgences. Puis l'urgence absolue, évidemment, c'est l'urgence climatique qui menace l'espèce humaine sur la planète. Et à cet effet-là, dès 2011, à l'époque, on ne parlait pas encore de. En tout cas, peut-être qu'il y en avait qui étaient déjà des initiés, mais moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Je conduisais une voiture hybride depuis 2002. Ça me préoccupait beaucoup, mais on parlait de réchauffement climatique. On ne parlait pas de crise climatique à l'époque. Alors, je me suis impliqué en politique par rapport au réchauffement climatique, puis à la vulnérabilisation de l'écosystème des industries culturelles québécoises, qui est vraiment caractéristique. C'est tout à fait unique, ce niveau, cette qualité de niveau de production, qualité de production, multiplicité de l'offre, professionnalisation. Certains artistes, certains créateurs diront justement oui, parce qu'on a une espèce de machine à saucisses dans la production culturelle, ben c'est bien plate parce que pour les vrais artistes créatifs, il y avait moins de soutien parce qu'on soutient moins les beaux-arts que l'industrie culturelle. Alors oui, c'est sûr que ça comportait des enjeux qui étaient parfois limitatifs au niveau créatif, mais par contre, ça créait un rempart culturel important qui était lié au fait que la population était francophone puis qu'elle voulait avoir son entertainment, c'est un beau terme francophone, d'avoir son audiovisuel, sa musique dans sa langue. Bon, je pense quand même aujourd'hui, on peut dire que c'est pas du tout uniquement parce que c'est en français que c'est pas parce qu'on comprend pas l'anglais qu'on a District 31. On conviendra là, que c'est parce qu'on a cette habilité de se raconter nos histoires, de voir l'actualité se refléter dans nos fictions. Le succès, par exemple, de Fugueuse est un parfait exemple. Là. Révéler des jeunes comédiens de partout sur un enjeu de société important, avec une scénariste qui est documentée sur l'actualité, avec un intérêt par des médias d'information sur le pourquoi d'une telle série, puis avec la résultante que lorsqu'arrive le gala des prix Gémeaux ou artistes, je ne sais plus quel les deux, ben, tu as 25 jeunes qui sont sortis de la prostitution. Je pense qu'on peut parler d'œuvres utiles. On peut parler donc d'un des mortiers qui allie les différentes briques de la société québécoise, qui s'avère avoir un esprit très républicain dans le sens de la France, la République, d'une république en opposition à une monarchie, des valeurs communes
qui m'ont frappé toujours. Alors, c'est ce que je suis allé défendre à l'époque à Ottawa. Donc, cette lutte au réchauffement climatique, cette lutte à la précarisation de nos industries culturelles, et de défendre, à l'époque, on pourrait vraiment parler, je pense, d'un beau risque numéro 2 avec Jack Layton, qui était vraiment comme un de mes cousins. Moi, ma mère est une O'Donoghue. Puis dans le party de Noël, puis le party du jour de l'an, ben, on parlait à la fois anglais puis français, puis il y avait une belle compréhension dans tout ça. Puis on était tous des vrais Québécois. Il y en avait une couple qui est allée vivre en Ontario, tout ça, mais quand même dans l'ensemble. Alors, pour moi, il y avait une option viable. Puis j'en arrive à la conclusion. Tu sais, ça fait 2 ans là, que je ne suis plus au député fédéral. J'en arrive à la conclusion que si au niveau climatique, on peut juste espérer que Stephen Guilbeault ne fera pas un Nicolas Hulot de lui-même, c'est-à-dire de démissionner parce qu'il y en a marre d'être la priorité numéro 7. Là. Bon, puis il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement à Ottawa, l'alliance avec les libéraux, PNPD. Donc, est-ce que ça peut porter fruit au niveau climatique? Espérons-le. Est-ce que ça va porter fruit au niveau du Québec? Moi, je dirais franchement, on s'en fout un peu parce que j'en arrive à la conclusion, moi, que sur le niveau culturel, ben, il n'y en aura pas de solution qui va émaner d'Ottawa. Puis le Québec ne peut pas se priver de ce rempart qu'est l'audiovisuel. Et à cet effet, c'est un rempart, oui, de protection, puis de viabilité, puis de vivre en français. Je dis souvent qu'un Canadien anglais, la vaste majorité des Canadiens anglais, si on leur dit qu'il y a eu un autre drame affreux humain à Mariupol, en Ukraine, ils vont avoir tendance à aller voir CNN. Alors qu'au Québec, on va aller voir LCN ou RDI. Puis on va avoir une information de qualité. Puis, tu sais, qu'alors, ce réflexe-là, ben, il n'existe pas au Canada anglais. Puis pour nous, c'est très important. Moi, je parlais tout à l'heure de la portée sociale de nos fictions, de nos documentaires, de notre musique, et de l'effet de rempart, oui, mais d'un effet tellement comme qui affirme à quel point on est différent. Et ça, ben, je pense que malheureusement, pas malheureusement. Ben oui, malheureusement. Malheureusement, parce que pour moi, c'est un constat d'échec. Pendant 8 ans, je me suis dit, ben, regarde, si l'option de la souveraineté est en veilleuse, ben, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider? Puis, ben, pendant les 4 premières années, je me suis beaucoup battu pour que Radio-Canada ne soit pas fermé par Stephen Harper. J'ai organisé des manifestations, des pétitions, des ateliers, des soirées d'information. Puis les 4 années suivantes, ça a été avec les libéraux de m'assurer qu'on allait moderniser le cadre de la loi sur la radio-télévision pour qu'on puisse s'encadrer. Et il n'y a eu aucun progrès. 0 progrès. Il y a eu une compensation financière au Fonds des médias du Canada parce que, comme les gens s'abonnent moins au câble, il y avait moins de pourcentage de ces abonnements au câble qui allaient à la production de nos séries à nous, et canadiennes, et françaises, et québécoises. Mais à part cette compensation, il y a 0 qui s'est produit. Et donc, inévitablement, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on le sait tout. Moi-même, on stream notre contenu. On est abonné à un paquet de services qui ne sont pas réglementés. S'ils sont bien faits, comme Cube Musique, ben d'accord, tant mieux, c'est bien le fun. Mais s'ils sont juste normaux et qu'ils appliquent des algorithmes, ben c'est ce qui arrive. On voit que la DIS nous dit qu'il y a 7% de contenu québécois sur Spotify. Hey boy! Je veux dire, moi, en tout cas, je suis de la génération qui a fait partie de toutes les batailles pour obtenir des radiodiffuseurs. 65% de contenu francophone. 65%. Puis on est à 7. Bon, quelqu'un va me dire, écoutez, oui, les Québécois, comme tous les citoyens du monde, ont accès à Internet et veulent voir une très large palette d'offres culturelles. Puis oui, on a découvert des séries scandinaves. Oui, d'accord, c'est vrai, je suis le premier à les apprécier. Puis oui, l'exception qui confirme la règle, m'entends-tu, a été découverte en Espagne puis dans d'autres pays à travers le monde. Oui, mais c'est une exception. Alors, on ne peut pas passer vraiment d'une offre, d'un système presque de gestion et de l'offre culturelle à le Far West. Faites tout ce que vous voulez, puis au plus fort de la poche, les producteurs québécois, à l'assaut de la planète. Ouais! C'est pas réaliste. C'est très intéressant, vraiment, tout ça. Je suis déjà très content de votre première réponse. Je dois dire que j'ai noté que vous avez, tu as un véhicule électrique hybride depuis 2002. Ça m'impressionne. Personnellement, j'avais 3 ans, donc je sais qu'à l'époque... Fallait l'avoir. Elle était moche.
fait la première Prius qui avait l'air littéralement de rien. On avait l'air d'une Mazda 323, bien ordinaire, Mazda 3, très simple. Mais puis c'était drôle parce que l'affichage dans le tableau de bord était littéralement comme de la lithographie d'une petite console vidéo Atari, là, genre avec une lettre blanche puis avec un shadow noir. C'était très, très rudimentaire. Mais ça fonctionnait. Puis moi, à l'époque, c'est même avec la Prius que je me suis mis à adorer amener les enfants. Parce qu'à l'époque, mes enfants, nous, on avait des vieilles Mercedes diesel. C'était des véhicules qui étaient assez économes malgré leur grosseur. C'était un véhicule qui était très populaire dans l'industrie du taxi. Aujourd'hui, les Prius sont les véhicules les plus populaires au niveau du taxi. Mais à l'époque, les Mercedes l'étaient aussi. Fait que moi, je me disais, bon, toujours truster son chauffeur de taxi. Alors, c'était un bon choix. Et on avait donc ces vieilles voitures-là. Puis à l'école, mes filles se faisaient dire par leurs amis, hey, ton père, ta mère, ils ont juste des vieux chars. Puis j'aurais dit, vous leur direz qu'on va acheter une auto neuve quand ça va exister. Fait que j'étais pas mal pris au piège. Il fallait que j'achète la première Prius qui est arrivée. Et de là, on a un de nos plaisirs, ça m'a permis de découvrir un spot à Longueuil, c'était d'aller dans la descente de bateau, qui est très peu utilisée, malheureusement, parce que le monde de Longueuil, puis on en parlera plus tard, j'espère, ont tellement pas accès au fleuve. On est des riverains, puis à Longueuil, il y a des familles parmi les plus pauvres au Québec, qui n'ont pas de piscine, pas de chalet, pas de vacances, puis qui n'ont pas accès au fleuve. Fait que c'est bien plate. Et puis, on est la seule municipalité où l'accès au fleuve est aussi compliqué. Mais ceci dit, donc, j'allais à la descente de bateau. C'était un chemin de garnotte. Puis on descendait, puis on allait voir le bord de l'eau. Mais quand on reculait, le moteur s'éteignait de façon systématique. À l'époque, la Prius était comme ça. La marche arrière n'était qu'électrique. Alors là, c'était très drôle parce que les gens n'étaient pas familiers avec les voitures électriques, ça n'existait pas. Il y avait des cartes de golf qui étaient électriques, puis sortaient des lift trucks à palettes dans les entrepôts, mais c'est tout. Fait que là, quand on reculait, sans bruit, là, les gens faisaient, mais voyons. Il y avait l'impression de regarder une VHS qui reculait, pas de son, parce qu'il n'y avait pas de son. Il y avait juste les roches qui roulaient sous les pneus. Puis on s'est mis à aller là souvent pour faire des show-off avec notre char électrique. On aimait ça voir la face du monde qui nous regardait. Mais ça m'a permis de découvrir un spot fantastique qui, malheureusement, est vraiment peu accessible au Longueuillois. Fait que oui, j'étais un des premiers. Même, on avait à TVA, l'autre jour, on a eu un topo où j'ai eu la chance de montrer l'article qui expliquait notre choix. C'était en 2003, l'article, qu'on avait acheté une Prius, puis on comparait ça à l'époque à l'économie que pouvait générer un Jeep Wrangler, parce que c'est le même modèle qui est dessiné depuis toujours, puis qui n'a pas de nécessité autant de travail informatique. Puis, à l'époque, c'était une conversation qui avait lieu, qui avait cours. Aujourd'hui, je suis dans une Mitsubishi e-Miev microscopique, qui n'a pas une grosse autonomie, mais qui suffit amplement à mes besoins urbains. Puis quand j'ai besoin d'aller à Québec, je vais prendre ma Prius. J'ai une deuxième voiture qui est une Prius. J'ai cette chance-là d'avoir deux autos. Mais je pense d'ailleurs que n'importe qui a deux autos, je pense que si il y a deux voitures dans un ménage, l'autre, elle pourrait être électrique. Je pense que ça pourrait être une forme de réglementation. Vous avez deux voitures, il n'y a pas d'argument pour ne pas avoir une auto électrique. Non, tout à fait. Puis là, tu m'as parlé un peu de ton engagement pour la culture, c'est connu. Ton engagement pour l'environnement, c'est connu également. Ça date de longtemps. Mais d'ailleurs, à ce niveau-là, puis c'est pas nécessairement une critique, c'est vraiment juste pour comprendre les choix derrière les actions. Parce que de toute façon, c'est Jacques Parizeau qui disait le dernier entrée, juste laisser la porte ouverte. Exactement. Mais pourquoi avoir choisi donc le NPD en 2011, si je ne me trompe pas, en 2015 et le Parti vert en 2019 au fédéral? En 2011, je pense que j'étais au diapason de millions de Québécois qui sont tombés amoureux de Jack Layton, qui ont fait comme « Wow, ça, c'est une offre intéressante ». Moi, je pense que, raisonnablement, je pense que M. Lévesque a requalifié ça de bourriste numéro 2. Puis j'avais un sentiment de totale transparence et d'intégrité relativement à mes convictions québécoises. Et j'étais loin d'être le seul. Il y avait beaucoup de députés dans la première vague orange. Il y avait beaucoup de députés qui se revendiquaient à tout le moins d'un nationalisme peut-être tranquille, mais un nationalisme certain.
puis plusieurs souverainistes. Et bon, certains, ceux-là sont disparus en 2015. J'ai eu la chance, parce que j'avais une équipe fantastique pour travailler au bureau, mais aussi qui se sont impliqués dans la campagne électorale, qui m'ont beaucoup soutenu. Puis on était très présents dans la communauté, très présents dans différentes instances, comme les tables de vie de quartier de l'époque, puis tout ça. Fait que j'ai pu survivre à cette élection-là. Donc, pour moi, c'était vraiment un beau risque numéro 2. Il n'y avait pas d'incohérence dans ce choix-là. Les souverainistes de toujours, convaincus, ont eu la délicatesse de me voir arriver comme un apport, un ajout à l'équipe, et de ne pas juger ça, de ne pas dire, bon, ben là, tu sais, comme... Puis je l'apprécie beaucoup. Parce que peut-être qu'effectivement, ils ont toujours eu raison. Ou peut-être que le train ou les morceaux ne se sont pas bien alignés. Le décès de Jack Layton est vraiment... On ne peut pas avoir une plus grosse tuile pour un parti politique dont le mouvement est fondé sur un leader que son décès. Je veux dire, honnêtement, c'est le bout du bout. Fait que, puis après ça, la migration au Parti vert, là, je vais devoir vous dire des choses, des confidences. C'est-à-dire que la première affaire de toutes, c'est que moi, je pensais que le Parti vert, c'était un parti. La deuxième affaire de toutes, c'est qu'on est en 2019. On vient de marcher dans les rues, près de 500 000 personnes. Greta Thunberg est au sommet de son action militante. Et à mon sens, c'est l'enjeu numéro 1 de tous. C'est un enjeu existentiel. On peut pas... Je ne veux pas avoir l'air d'un grand-père affolé, là, mais la vérité, c'est ça. Là. Je veux dire, on sait tout. Là, puis là, actuellement, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, on fait comme, ouais, ben ça, c'est comme encore plus urgent maintenant. Puis là, on se sent impuissant, puis tout ça. Mais la réalité au niveau du climat, c'est que tout doit être fait pour ça. Puis bon, donc dans cette optique-là, ben moi, je me suis mis à évoquer que, à mon sens, l'élection de 2019 était un référendum sur le climat. Puis peu de gens le savent, mais honnêtement, c'est facile de dire le pétrole, c'est pas bon, tout ça, puis c'est un fait. On s'entend là-dessus, puis on devrait électrifier au maximum tout ce qu'on peut maintenant, puis être réaliste aussi, de penser que nos pancartes électorales sont encore en place, puis sont faites avec du pétrole. Puis c'est la même chose pour un imperméable, puis les bottes de caoutchouc qu'on aime bien quand il y a plein de sèche partout. Alors, il faut être réaliste, il faut être pragmatique, comme le disait Sylvain Gaudreault. Mais, par contre, peu de gens savent que la production pétrolière au Canada, c'est essentiellement de la production pétrolière qui émane des sables bitumineux. Puis des sables bitumineux, pour visualiser la complexité, pour retirer l'huile des sables, prenez une canne de sirop d'érable, renversez-la dans un carré de sable, puis récupérez votre sirop d'érable. Imaginez le travail. Comment on fait? On pèle le sirop, on pèle le sable, puis là, comment on va séparer le sirop d'érable du grain de sable? De la vapeur? De la vapeur, OK, de la vapeur. La vapeur avec des produits, détergents, toutes sortes de produits qu'on peut utiliser. On peut imaginer pour laver la vaisselle, on met du dégraissant, on met de l'eau, de la vapeur avec des produits. Puis cette eau-là, une fois qu'elle a fait sa job, elle se retrouve dans un étang qui est extrêmement polluant, dont on éloigne les oiseaux avec des coups de fusil, règle souvent, de façon pour pas qu'ils aillent s'abreuver là. On s'inquiète que ces nappes-là, pas ces nappes-là, mais ces étangs-là d'évaporation contaminent les nappes phréatiques, contaminent la rivière à côté, contaminent les poissons que mangent les gens qui vivent là, les Premières Nations qui vivent là. Mais tout ça, c'est des petits problèmes, parce que ça, c'est des problèmes locaux. C'est des problèmes qu'on peut s'excuser pendant 100 000 ans aux Premières Nations d'avoir contaminé leur univers, mais ça demeure un problème local. L'eau qui est là était de la vapeur. Puis pour en faire de la vapeur, on brûle du gaz naturel pour générer cette vapeur-là. Puis ça, c'est le problème d'un baril de pétrole du Canada qui émane de ce processus d'extraction-là qui, selon plusieurs évaluations, est 3 fois plus polluant que n'importe quel autre baril. Alors, à partir de ce moment-là, l'urgence, c'est de dire, là, il faut arrêter ça. Il faut trouver un moyen, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la position très constructive du Bloc québécois,
qui était de dire, bon, premièrement, on salue Stephen Guilbeault, puis on est content pour lui en tant que militant écologiste. Ben, c'est le bout du bout d'être le ministre de la lutte à la crise climatique. Bravo. Puis l'autre affaire, ben, il va falloir trouver un moyen pour que les Canadiens soutiennent l'Alberta dans sa migration économique. Alors, moi, je trouve que c'est une proposition très créative. Il y a à peu près pas de parti qui parle de ça à la Chambre des communes. Fait que chapeau à Yves-François Blanchette puis au Bloc là-dessus, parce que c'est de ça dont il faut parler. Et je peux vous dire que pendant plusieurs années là-bas, j'ai cherché à évoquer, puis j'ai quand même eu dans des situations un peu privées, de comités, de rencontres avec des organismes, la chance de parler avec des conservateurs qui me disaient, ben oui, on sait bien, il va falloir trouver quelque chose. C'est pour ça que cette notion est apparue de petites centrales nucléaires, genre des micro-centrales nucléaires qui tiennent dans un container, qui sont déposées sur un site pour générer de l'électricité par processus nucléaire, puis qui va permettre de faire la fameuse eau, faire bouillir la fameuse eau. On a toujours le même problème local de bassin. Et en passant, je m'excuse je ne veux pas m'étirer trop longtemps, mais ces bassins-là, quand il y a eu des super inondations en Alberta, il y a 3-4 ans, tout le monde avait peur parce que les digues finissaient là, puis la rivière était ici. Puis s'il avait fallu que la rivière monte au-dessus de la digue, on aurait pu là, faire une catastrophe locale. Mais ça demeure local. Ce n'est pas en lien avec les gaz à effet de serre puis le réchauffement. Alors, dans cette optique-là, on peut espérer, puis j'ai longtemps milité, on pourrait espérer que, par exemple, l'Alberta, qui a cette tendance vraiment, puis c'est pas de la méchanceté, mais encore une fois, l'écart, la différence, le Canada, vraiment, il y a beaucoup d'écart dans les provinces, dans la façon de voir les choses. Mais les Albertains sont des gens, en général, qui ont une manière un peu américaine de voir les choses, très courte vue. Mais ce qu'il faudrait potentiellement, c'est qu'ils s'intéressent au potentiel hydroélectrique dans le nord de l'Alberta, puis qu'ils fassent une entente avec les Premières Nations là-bas, puis qu'ils se fassent une paix des braves, comme on a fait, puis qu'ils se créent une grosse campagne, un gros barrage, une grosse centrale, c'est ce que je veux dire, une grosse centrale hydroélectrique, pour générer l'électricité requise plutôt que d'avoir recours au nucléaire, générer un beau projet avec les Premières Nations, générer l'électricité par hydroélectricité pour sortir le pétrole du sable bitumineux. Et ultimement, quand on va avoir phasé out, parce qu'il va falloir qu'on arrête d'utiliser le carbone, les énergies fossiles pour le chauffage, pour le transport, mais on va peut-être en avoir encore besoin pour le plastique, etc., mais on va avoir diminué la production. Bien là, cette centrale-là pourra fournir Edmonton puis Calgary, qui, rappelons-le, le concessionnaire Tesla de Calgary ou d'Edmonton, il vend des chars au gaz naturel parce que son électricité est faite au gaz naturel. Fait qu'à un moment donné, là, il faut penser à long terme. Fait qu'une réponse de 50 km à une question simple, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de migrer au Parti vert. Puis quand je vous ai dit en ouverture sur ce mot-là, que je ne savais pas que c'était un parti, que je pensais que c'était un parti, c'est que les ententes avec la chef de ce parti, ben, c'était la militante en chef. Parce que ce sont des militants. Ce sont des militants pour une cause. Ce n'est pas un parti qui est professionnalisé. On l'a bien vu avec Adam Paul, puis l'improvisation générale, puis la chicane interne. Alors, ce sont des gens qui n'ont pas un plan à long terme, mis à part l'enjeu très noble qu'ils ont de respecter l'environnement. Puis à cet effet-là, ben moi, je me suis dit, ben mon Dieu, si on parle de climat, puis que le NPD est un peu mollasson là-dessus, puis qu'on ne parlera pas des engagements de tous les autres partis qui sont les deux mains dedans, après avoir acheté un pipeline, puis tout ça, ben, je me suis fait travailler avec Mère Nature. Si il y en avait une qui incarnait ça, Mme May, c'est bien elle, puis on se rappellera, elle avait joué un rôle important, là, vous autres, là, quand vous me disiez que quand j'avais acheté ma Prius, vous aviez 2 ans, bien, à l'époque, on parlait des pluies acides, l'acidification des lacs et rivières, c'était une grosse préoccupation, puis ça venait des cheminées de la pollution émise par le processus industriel nord-américain. Et Mme May travaillait à l'époque avec le gouvernement conservateur, je pense que c'était Brian Mulroney, si je ne me trompe pas, qui travaillait sur ce sujet-là avec Ronald Reagan. Alors, franchement, il n'y a personne qui pouvait douter du fait que Mme May est une environnementaliste convaincue, qui en est venue à faire la politique, mais elle n'a peut-être pas un talent exceptionnel pour ça. Annemiek Paul, c'est pareil, puis Daniel Green, c'est pareil.
Mhm. Oui, c'est très intéressant, très intéressant. D'ailleurs, tu vulgarises très bien là, le processus pour les sables bitumineux. Je savais que c'était des sables bitumineux, mais je connaissais pas tout le processus. Je vais vraiment avoir des nouvelles connaissances scientifiques en sortant de notre Ben, je podcast. suis content que tu me dises ça parce que moi, personnellement, ça m'horrifie de voir les coins ronds tournés par les médias. On le vit avec le PQ constamment. On n'arrête pas de dire qu'on est mort. Hein? On est toujours dans la chronique nécrologique. C'est drôle, on revient à toutes les 2 semaines. Fait que ça ne doit pas être vrai la première fois. Fait arrêtez de dire que le PQ ne va pas bien. C'est pas vrai. Je veux dire, le 3/4 de mes bénévoles, c'est des jeunes de moins de 25 ans. Alors, puis on est 25 par tous les fins de semaine à faire du porte-à-porte. Puis, ben, au niveau quand on parle du pétrole canadien, arrêtez de me montrer un marteau qui fait. Ça, c'est du pétrole comme il y a au Venezuela, puis c'est du pétrole comme il y a en Arabie Saoudite. Puis on en a un peu comme ça, surtout en Saskatchewan. Mais le gros de notre production, c'est inacceptable. Il faut arrêter ça. C'est comme si moi, je faisais mon électricité en brûlant des tailleurs dans ma cour. Y a-t-il quelqu'un qui me dirait que ben, c'est fun, ça coûte pas cher? Tout le monde dirait, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, vous brûlez des pneus, M. Nantel. Bon, mais c'est pareil. Le processus a beau être incroyablement tenace, c'est de l'harcèlement technologique, mais c'est bien beau. C'est comme si, puis ils font ça avec du gaz qui ne paye pas cher parce qu'il est subventionné par l'État, mais c'est comme si moi, je dis, ben moi, je ne dois pas polluer parce que je ne paye pas mon gaz, j'ai une Dodge Charger, puis je fais crier pneus partout, puis ça boucanne en mort, mais ça ne doit pas polluer, ça ne me coûte rien. Parce que mon père a une station-service. Mhm, mhm. Non, c'est tout à fait pertinent. Puis si on revient maintenant à aujourd'hui, pourquoi tu te présentes avec le Parti québécois aujourd'hui dans Marie-Victorin, dans cette élection partielle-ci? Ben, la réponse courte, c'est parce que c'est mon parti. Parce que j'ai toujours voté Parti québécois. C'est la réponse la plus simple, c'est ça. Parce que j'ai toujours voté Parti québécois. La deuxième, ben, c'est parce que j'aimerais. Cette année, moi, de faire de la politique à Ottawa, j'avais l'impression d'être un joueur de banjo du Tennessee qui devait vivre à Washington. Je n'étais pas chez nous. Puis, quelle image bizarre, pardonnez-moi. Mais vraiment, j'avais ce sentiment. J'étais tanné. On n'est pas chez soi à Ottawa. On s'entend là-dessus. Là. Je ne dis pas du mauvais monde, c'est nos cousins. C'est correct. J'aime bien ça, moi, aller chez un de mes cousins qui vit à Markham, en Ontario, de temps en temps, mais je ne vivrais pas là, tu sais. Fait que j'étais un peu tanné de vivre là, 3-4 jours par semaine. Puis, pour moi, il y avait une urgence de parler des enjeux qui touchent le Québec, particulièrement au niveau du cycle de la vie, de la conception à la néonatologie, au CPE, à l'école, etc., jusqu'aux aux soins de santé au foyer, au foin. Et puis l'autre affaire, ben, c'est que le meilleur endroit pour être élu avec le Parti québécois, c'est dans Marie-Victorin. Pourquoi? Parce que Marie-Victorin a des enjeux, une vision de société à laquelle le Parti québécois a toujours bien répondu. Puis c'est pour ça que j'ai choisi Marie-Victorin il y a 24 ans. Je suis arrivé ici en 98. Ma plus jeune avait 2-3 ans. Il faut que je fasse un calcul comme il faut, parce que si elle voit cette entrevue-là, elle va dire que c'est bien honteux, tu ne savais pas quel âge j'avais. Elle avait 3 ans. Mais c'est clair que Marie-Victorin m'attirait parce qu'il y avait justement cette ambiance d'intérêt pour il y avait une appartenance québécoise il y a 24 ans. Elle y est toujours. Elle se manifeste par un souci environnemental, une façon de vivre, une vision du vivre ensemble qui marche bien. Par un amour du patrimoine bâti et culturel. Je me sentais chez nous il y a 24 ans, puis ben, la circonscription, c'est encore chez nous, puis c'est encore ces valeurs-là qui sont devant. Puis bien des choses caractérisent Marie-Victorin, entre autres l'appartenance à l'idée de souveraineté qui est très fort, qui dépasse le 50 puis en parallèle, en commission scolaire, 53 des enfants sont issus d'immigration. Mais, belle chose, 85 des gens disent parler français à la maison. Ça aussi, ça va bien. C'est un bel exemple de ce qui fonctionne bien. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que j'espère qu'on aura la chance, peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais c'est pour ça, d'ailleurs, que la mairesse actuelle, Catherine Fournier, qui a été élue et qui a provoqué donc cette élection partielle, ben, lorsqu'elle était indépendante, j'avais eu la chance de parler avec elle. C'était quand même ma députée là, qui couvrait le plus mon territoire de circonscription fédérale pour présenter une cérémonie de citoyenneté québécoise.
J'avais travaillé là-dessus depuis quelques semaines, à l'époque, depuis quelques semaines auparavant, puis je lui en avais fait part rapidement pour lui dire, ben moi, je trouve que ça n'a aucun sens, la cérémonie d'accueil pour les nouveaux arrivants. Puis quand on parle, en fait, pour les nouveaux arrivants, c'est une chose, mais pour les nouveaux citoyens qui reçoivent leur citoyenneté, en général, là, tu reçois ta citoyenneté canadienne au bout de 3-4 ans, facile. Là. Fait que ces gens-là comprennent bien le tissu social dans lequel ils sont. Là. Leurs enfants sont à l'école, ils travaillent, puis ils n'ont juste pas encore la citoyenneté en tant que telle. Mais lorsque ça arrive, c'est comme si on leur faisait vivre un time warp de fou, là, back to the future, puis ils se retrouvent devant comme s'ils étaient devant le poste frontalier. Puis là, il y a un gars d'RCMP avec son chapeau dur, puis on prête allégeance à la reine d'Angleterre, puis à la monarchie, puis à sa famille. Puis mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est épouvantable. On déconstruit par une cérémonie très officielle. C'est un peu l'équivalent d'un baptême, là. Je m'excuse, mais pour quelqu'un qui a tout sacré là, pour avoir un meilleur avenir pour ses enfants ou lui-même ou elle-même, il arrive ici, quand on lui dit, ben voilà, vous êtes citoyen, c'est un accomplissement important, là, et il est heureux d'avoir un statut, ou elle est heureuse d'avoir un statut officiel dans cette communauté qu'il a accueillie, puis à ce moment-là, on ne parle pas en anglais, puis c'est juste. On est sur le bord. Puis ils peuvent le faire en anglais, puis très souvent, un immigrant qui arrive d'ailleurs dans le monde, très souvent, il parle anglais avant de parler français, alors il va peut-être faire sa cérémonie en anglais. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis il va prêter allégeance à la reine. C'est épouvantable. Mm-hmm. Et de là, moi, ça m'a toujours insurgé. Quand j'ai eu mon premier mandat, je n'étais pas au courant de rien. C'est la vague orange. Je me suis retrouvé à Ottawa. J'ai fait mon serment de citoyenneté. Mais tu sais, je dis ça quand même. J'ai quand même organisé. C'est moi qui avais trouvé le local, c'est à rue Saint-Charles, pour accueillir 15 campagnes. Tu sais, j'étais bien entreprenant. Puis je voulais. Je n'avais aucune idée dans quoi profondément je m'embarquais. Puis on a fait une campagne, somme toute, assez sommaire. Mais quand ma blonde m'entend dire ça, c'est hey, on a travaillé fort. Et ça donne une idée. J'ai quand même juste passé la dernière semaine à temps plein sur ma campagne. Alors que je travaillais. Mais pourquoi je parle de ça? C'est que je ne savais pas quand j'ai été élu député que j'allais prêter serment à la reine. Hein? Et je le fis, un peu comme elle, quelle horreur. Et comme plein de monde à Québec qui font ça dans les toilettes parce qu'ils ont honte, là, je pense que c'est les taxes solidaires qui sont exactement cachés pour le faire. Et je les comprends, on n'est pas fiers de ça. Et moi, à mon deuxième serment de député, j'ai insisté, puis mon équipe a travaillé fort pour rédiger un petit paragraphe et le faire accepter par le bureau du greffier, j'imagine. Et mon assermentation, moi, j'ai ajouté que j'allais respecter les traités avec les peuples autochtones, en gros, là. Et puis à ma grande fierté, Roméo Saganache a pris mon texte. Nikki Ashton, grande militante qui est députée de Thompson dans le nord du Manitoba, a fait la même chose. Et Georgina Jolibois de Laloche en Saskatchewan a fait la même chose. J'en étais très, très fier. Et ça a fait que lorsque, à la Chambre des communes, un peu à la fin de la session 2019, est arrivée une notion qu'il fallait modifier le serment de citoyenneté des arrivants pour inclure un paragraphe du même style sur les Premières Nations. Moi, je suis embarqué là-dedans, puis j'ai déposé une motion pour dire, il faudrait que la Chambre des communes laisse l'Assemblée nationale adopter son propre libellé pour ce qui traite de la nation québécoise. J'en ai parlé avec Catherine. Catherine Fournier a déposé un projet de loi à cet effet qui était comme l'écho à l'Assemblée nationale quant à la rédaction d'un libellé. Un projet de loi qui a été bien accueilli par les leaders parlementaires, mais j'avoue, je ne suis pas super familier avec la procédure, là, mais c'était déposé au greffier et le parquet, ou en tout cas la Chambre a été avisée de ça. Et il n'y a pas été, disons que ce que je peux dire, c'est qu'il n'a pas été jugé comme pas débattable. Il a été jugé comme mais c'est intéressant, je ne peux pas en dire plus. Mais ce que je sais, c'est que si je suis élu, je vais prendre le même projet de loi, le même texte, puis on va le redéposer. Puis je trouve ça important parce qu'il me semble que c'est un angle qu'on a beaucoup sous-évalué. On a beaucoup besoin, tout le monde le sait, là, on le sait, Gérald Godin le savait, on a besoin de nourrir l'idée d'un Québec indépendant, nourrir la pérennité du Québec par l'arrivée de 109 qui arrivent de partout. Des gens s'il y en a qui peuvent comprendre le souci d'exister,
puis de se distinguer, entre autres, d'une monarchie royale, etc., là, ben, il n'y a aucun doute que pour que ces gens-là embarquent dans le projet, ben, il faut qu'on le présente comme il faut. Il ne faut pas qu'on accueille les nouveaux arrivants la bouche pincée en disant mais connaissez-vous Gilles Vigneault? Non, non, ils ne connaissent pas Gilles Vigneault. Par contre, peut-être qu'on devrait mieux les aborder, mieux les inviter chez nous. Je me souviens, lorsque la loi 96 a été présentée, le gouvernement avait mis en ordre une publicité où on appelait ça, je me souviens, c'était comme notre langue porteuse d'espoir pour le Québec. Puis je me souviens qu'on parlait de spectacle, on parlait de milieu de vie, de milieu de travail. Puis la dernière image, c'était un homme qui se couchait sur le ventre rond de la mère de son enfant. Puis je me souviens à l'époque d'avoir dit à la Joute, cette publicité-là, là, on n'a pas besoin de me vendre l'idée de défendre la langue française. Bien sûr qu'on en est, puis la vaste majorité des Québécois et des Québécoises y croient. Mais ce genre de publicité-là devrait être offert dans les kiosques où on s'informe sur les différentes destinations d'émigration, quand on est un immigrant pour arriver pour immigrer quelque part. Et quand on est au salon de l'immigration, les destinations, ben, est-ce que le Québec présente ses vraies couleurs? Ou si on se fie sur le Canada avec Ginette Petitpas-Taylor qui dit le Québec est un endroit francophone, comme le Nouveau-Brunswick est bilingue. C'est décourageant. Je ne dis pas ça. On est différent à tellement d'égards. Ce n'est pas juste une question de langue, une question d'appartenance, puis c'est le sentiment d'appartenance qu'il faut semer dès le point de départ. Alors, à cet effet-là, bien, si la personne sait dans quoi elle s'embarque, elle voit la distinction du projet québécois, elle voit cette bulle francophone en Amérique du Nord, c'est stimulant, c'est un beau projet. Puis, honnêtement, donc de là, bien, s'assurer qu'on sélectionne mieux, on devrait réclamer les pleins pouvoirs en immigration. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Puis, une fois qu'on a fait ça, bien, quand on les accueille chez nous avec nos symboles et non pas avec un agent de la GRC avec son petit chapeau, la police montée avec son côte rouge, là, puis la reine de grâce. Ouais, je suis amplement d'accord, évidemment, pour des raisons évidentes. On est à Génération Oui, là, donc on se comprend bien. Maintenant, tu sais, les gens de Marie-Victorin, le 11 avril, si je me souviens bien, la date de l'élection, vont avoir un choix important à faire. Ils ne vont pas juste voter pour un parti politique, ils vont voter aussi pour un ou une députée. Pourquoi est-ce qu'ils devraient te choisir à ce moment-là, le 11 avril? Bien, je dirais que tout d'abord, il faut saluer la qualité des candidates qui sont présentés. Là. Je veux dire, Martine Ouellette, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir la suite des idées. Hein? Ça, c'est clair. Et son programme en lien, en priorisant le climat et le Québec, bien, on en est, j'en suis. Elle choisit de le faire seule à sa manière. Bon, c'est là que ça devient un peu plus délicat. Puis c'est sûr que de fragmenter les offres politiques, ben, ça peut contribuer à l'érosion de certaines causes, ça divise le vote. C'est sûr que là-dessus, c'est problématique, mais c'est une proposition honnête. C'est aux gens de choisir. Je pense que Mme Dorismont est une excellente candidate. La candidate de la CAQ, c'est une bonne candidate. Dans le mauvais parti, par exemple. C'est quelqu'un, c'est une infirmière communautaire. Bon, elle a beaucoup de vertus. C'est quelqu'un de bien. Mais on ne peut pas s'empêcher je m'excuse, mais on ne peut pas s'empêcher de retourner dans le temps et de voir qu'elle a contesté à fond la caisse, le parti pour lequel elle se présente aujourd'hui. Alors, ça m'apparaît un peu surprenant. Ceci dit, regarde, il ne faut pas prendre l'élection de haut. Je veux dire, moi, je pense que j'incarne Longueuil. Je veux dire, j'ai déménagé ici il y a 24 ans. Dans Marie-Victorin, vraiment, puis ceci dit, il ne faut pas virer fou. Là, une circonscription à 2 rues près, c'est pas la question. La question, c'est de bien comprendre que pour une personne qui vit à Longueuil et qui n'a pas une carte d'autobus, ben ça va coûter un ticket pour prendre l'autobus, se rendre au métro, puis il va falloir qu'elle repaye pour prendre le métro pour aller à Montréal. C'est une hérésie absolue. Voyons donc, c'est en 2021. Comment ça se fait? Il n'y a pas de transfert. C'est une vraie joke. Ça va coûter à peu près 8 piastres. Ben, moi, je le comprends. Elle va vouloir s'acheter un vieux char qui va polluer au bout. Elle va rester prise sur le pont, mais ça va coûter moins cher. Puis elle va être dans son char, puis elle va écouter la radio.
mais elle va boucaner, par exemple. Puis elle ne fera pas une consommation aux 100 km, elle fera une consommation à la minute. Fait que, c'est des incohérences. Alors, les incohérences relativement à ça sont majeures. Puis bon, faut le vivre pour le savoir. Faut que ta fille te dise, ben, pas, toi, tu es dans ton char tout le temps. Mais moi, je peux te dire que ça n'a aucun sens le prix d'une carte d'accès au transport en commun. C'est bien trop cher. Est-ce que ça devrait être gratuit? Idéalement, oui, bien sûr. Idéalement, oui. Est-ce que c'est réalisable? Tout ça, il faut s'y pencher. Il faut avoir des objectifs, des espoirs très hauts pour tout faire pour y arriver, puis accepter que finalement, on va atteindre 85 % de l'objectif et non pas 100 %. Fait que, est-ce que les candidats ici se distinguent de moi? Bien sûr. Moi, ce que j'apporte, c'est donc une grande familiarité avec les enjeux. Les enjeux, tout à l'heure, je vous parlais de la population, du français, des gens issus de l'immigration. Je peux vous dire qu'au niveau, par exemple, au niveau des organismes communautaires, c'est quelque chose que je connais bien pendant les 8 années où j'étais député fédéral. Je pense que grâce à mon équipe, puis à ma disponibilité, bon, on connaît bien leur réalité. Là, on espère que dans le budget, là, si on analyse entre les lignes, est-ce qu'il y a des sommes pour soutenir le milieu communautaire? J'espère bien, parce que si ce n'était pas des organismes communautaires, je peux te dire que ça irait mal en maudit, parce que le système de santé est ici. Puis s'il y a quelqu'un qui aura envie d'aller chercher des soins d'un psychologue dans le public, ça va être long. Fait que ça donne bien. Il va chercher par exemple, son aide alimentaire, puis en même temps, il parle avec quelqu'un là-bas qui lui le rassure, lui fait voir. C'est une période tellement difficile, c'est difficile pour la clientèle. Alors, imaginez comment pour les organismes communautaires, c'est je dis organisme, un peu comme Horacio Arruda disait chez CCLD, les organismes ont un rôle majeur. Alors, j'espère bien qu'il y aura de l'argent là-dedans dans le budget. Mais ceci dit, donc, je suis familier avec les enjeux de Marie-Victorin. Puis, je peux dire aussi que je suis assez représentatif des gens, puisque, comme beaucoup de monde, ma foi, pas ma foi indépendantiste, c'est pas vrai, mon espoir que l'indépendance reste le projet numéro 1, ben, je me suis fait un peu comme... J'ai cru au beau risque 2 avec Jack Layton. Je me suis dit, ouais, mais il y a d'autres enjeux. Puis c'est vrai que le climat, c'est un enjeu qui, tant qu'à moi, passe en avant, malheureusement. Il n'y a pas d'espèce humaine, donc il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a plus rien sur sa planète là, au niveau humain. Mais ceci dit, il faut accepter quand c'est plus, on n'y peut plus rien. Alors, au niveau climatique, le Québec peut montrer qu'il est un leader. On en reparlera tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est que je représente bien le doute que les gens peuvent avoir ressenti par rapport à la cause de la souveraineté. Et je reviens en leur disant, mais écoutez, j'ai pas voulu être têtu. J'ai voulu pragmatiquement regarder s'il y avait moyen d'améliorer la situation au niveau du climat puis au niveau de la culture. J'ai constaté à Ottawa à quel point notre rapport avec les Premières Nations au Canada était c'est une énorme pathologie qu'il va falloir prendre en charge. Puis il y a eu la Commission Vérité et Réconciliation, tout ça. Au Québec, on a une histoire un peu différente avec les Premières Nations. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que ce que je constate, c'est que mon vécu de député fédéral m'apporte des arguments fondés sur le fait que la souveraineté et c'est la destinée du Québec. Et qu'actuellement, au-delà d'être un objectif, ah oui, un jour, on y arrivera, c'est qu'actuellement, je trouve ça fondamental de rappeler que mon engagement est lié, au Parti québécois, est lié à deux choses. Le plein contrôle sur l'immigration, et pas d'une manière négative. Le plein contrôle sur l'immigration pour pouvoir mieux accueillir et plus accueillir de gens dont on a tant besoin, qui sont tellement bienvenus, puis qui sont tellement sincères, mais qu'on accueille actuellement la queue entre les jambes en laissant au Canada notre représentation. Et c'est une grave erreur parce qu'on est mal représenté par le Canada, comme actuellement, et ça c'est fondé de mon vécu, on est mal défendu
par le Canada par rapport à l'invasion des médias américains et internationaux qui ne font pas de place à notre contenu. Puis ça, ben, ça a une incidence immense sur le recul du français actuellement. Je viens de voir, c'est là qu'il faut le regarder sa caméra. On voit ça tout le temps à ce travers du monde qui regardent leur propre face alors qu'il faut regarder la caméra. Mais on constate actuellement le recul du français, le recul de l'importance perçue par les Québécois de plus en plus jeunes. L'importance du français, c'est comme, ben oui, mais regarde, on est dans un monde anglophone aujourd'hui, là, il faut cette situation au niveau des cégeps. Hein? Là, on espère que le mouvement de vote des professeurs dans les différentes écoles qui demandent l'application de la loi 101 dans les cégeps prenne de l'ampleur parce que la réalité, c'est ça, c'est qu'on est un peu de retour à moi quand j'étais petit, là, quand j'écoutais la télévision, là, il y avait Bobino, Bobinette. Après ça, il y avait une autre émission, là, la Ribouledingue, ça part de même à 4h30, mais à 5h, de 5 à 6 avant les nouvelles, là, ben, c'était des séries américaines traduites en France ou en Belgique. Je veux dire, et depuis, on a vécu une offre foisonnante, on en est fiers. Puis si on est fiers de Denis Villeneuve qui réalise Dune aujourd'hui, là, mais c'est parce qu'il a pu développer son talent. Alors ça, c'est extrêmement précieux. On vit en français, on ne veut pas se louisianiser, on ne veut pas que nos enfants vivent en anglais. Puis je pense que c'est malheureusement très commun de parler à des parents d'enfants qui ont des enfants là, entre 15 et 20 ans, là, puis qui se parlent en anglais entre eux. C'est commun, mais c'est incroyable. On est en Louisiane. Qu'est-ce que c'est que ça, cette affaire-là? C'est vraiment grave. Alors, il faut agir vite. Et je suis désolé, j'ai donné tout ce que j'avais à Ottawa pour allumer les lumières là-dessus, puis dire à Mélanie Joly, puis à Pablo Rodriguez, il faut se lever. Stephen Guilbeault a fait un effort, ça a été battu par les conservateurs qui, tant qu'à moi, ont fait vraiment preuve de lâcheté devant ça, de la lâcheté devant leurs collègues de l'Ouest qui voulaient y voir une limite de l'expression parce qu'il fallait absolument mettre la musique qu'on voulait sur une vidéo d'un chaton qui roule avec un papier de toilette. Alors, les conservateurs ont acheté cette bouillie, les conservateurs du Québec ont acheté cette bouillie, et ce faisant, mais ils nuisent à notre production. Alors, c'est ça qui fait que je m'en vais au PQ. C'est ces deux enjeux-là, le plein contrôle, puis pour mettre un beau mot, au lieu de plein contrôle sur l'immigration, comme si c'était un problème, l'immigration, non, c'est plein contrôle sur l'accueil et l'appartenance des nouveaux arrivants. Ce serait la formule que je voudrais... Parce que je veux absolument pas que ce soit perçu comme une forme de frein. Actuellement, bien sûr qu'il y en a trop. C'est comme accueillir de la visite quand le toit est en train de s'effondrer sur la maison. C'est sûr qu'il y en a trop de monde. J'ai arrêté le party. Il faut arrêter le party parce que le toit coule puis la maison s'écroule. Fait qu'il faut réparer. Puis après ça, là, ben, on en veut le plus possible parce qu'on veut des gens qui embarquent dans le projet du Québec. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu as choisi le projet indépendantiste du Parti québécois plutôt que de choisir un autre parti qui se réclame du projet indépendantiste également? Ben, moi, je vais peut-être donner une réponse plate, mais je ne connais pas de parti qui se réclame indépendantiste, clairement, à part le Parti québécois. Je vois pas ça. Je vois pas ça dans Québec solidaire. Je ne vois pas une mise de l'avant fière et assumée du Québec, constatée du Québec qu'on vit dedans actuellement. Là, je vois pas ça. Je vois une défense bigarrée, je vois une dimension... tu sais, dans tous les partis ne sont pas des soldats monolithiques avec une pensée simple et unique. Tout le monde, évidemment, on a tous des priorités, on a tous des expériences de vie qui nous amènent à mettre différents numéros dans l'échelle des priorités. Alors, on ne demandera pas à un parti d'être monolithique sur cette question-là, mais je pense que il est l'heure de défendre le modèle québécois, le modèle interculturel. C'était d'ailleurs mes premiers gros schismes avec le NPD quand j'ai tenu à soutenir un projet de loi de Mario Beaulieu sur l'interculturalisme. C'est notre vision des choses. Elle est belle, cette vision-là. Puis tout ça est relié à une perte d'identité canadienne-anglaise devant le modèle américain. Tout ça est lié au fait que ce manque de fierté relativement à l'histoire
du Haut et du Bas Canada, les manuels d'histoire canadien-anglais sont beaucoup inspirés des manuels américains ou c'est des manuels américains. Il y a beaucoup d'affaires dans le monde de l'édition, de manuels scolaires aussi, là, qui font qu'il y a comment on appellerait ça, une forme de streamlining au niveau des ouvrages. Et puis ça, c'est pour ça qu'il faut tenir notre bout. Il faut tenir notre bout parce qu'on est un peuple ouvert. On est une société différente. On est une perle en Amérique, une perle francophone, puis il faut garder ça. Puis moi, je pense que cet angle-là, si on peut espérer que Québec solidaire soit plus clair sur sa volonté d'un Québec indépendant comme l'outil pour la réalisation des objectifs qui tiennent au programme du parti, nous, on doit s'assurer aussi que ce projet d'indépendance au Parti québécois se colore justement de tout ce que la modernité peut apporter à ce projet-là et pas laisser des dinosaures faire appliquer à la lettre projet qui se conjugue au passé. Il faut conjuguer l'avenir du Québec, il faut conjuguer l'indépendance du Québec au futur. Tout à fait. Puis quelques mots rapidement, après ça, on passera plus aux questions du public. Mais quelques mots, on aime toujours un peu parler de convergence ici à Génération Oui. Est-ce que dans ton optique, toi, est-ce que ce serait pertinent un jour d'avoir un processus de convergence entre les différentes indépendantistes? On ne parle pas juste de Québec solidaire, il y a des indépendantistes, on l'a vu avec toi un peu partout. Donc, qu'est-ce que tu en penses justement de la convergence et tout ça? Moi, je pense que ce serait absolument utile. Je pense qu'il faut y arriver, absolument. Je pense que clairement, Québec solidaire, à mon sens, ça paraît comme l'aile gauche émanant du Parti québécois, ou l'aile très à gauche, là, je ne pourrais pas dire extrême, parce qu'il y a quand même quelque chose entre rien et extrême, donc, tu sais, à gauche. Mais puis comme il y a une partie de la CAQ qui est apparue à la droite du PQ, ce qui me fait dire qu'il y a beaucoup d'espace au centre-gauche. Il y a beaucoup d'espace de croissance. Et actuellement, il n'y a que le Parti québécois qui est l'alternative pragmatique et réaliste au gouvernement de la CAQ. Est-ce qu'une alliance, c'est un mot à la mode actuellement du côté d'Ottawa, mais est-ce qu'une alliance parlementaire, est-ce qu'une alliance électorale, est-ce qu'un pacte de non-agression, c'est quelque chose qui serait souhaitable? Il n'y a aucun doute. Moi, je pense que, et honnêtement, franchement, je n'étais pas militant à l'époque au Parti québécois, mais je peux dire, en tout cas, que comme personne très intéressée par la politique, j'ai été flabbergasté de voir ce qui s'est produit alors que des rapprochements avaient été tentés par le chef de l'époque, Jean-François Lisée, et que ça semblait vouloir fonctionner de façon constructive et que la démarche a avorté brusquement. Pour moi, c'était un coup de théâtre. Et depuis, moi, je suis un peu tanné qu'on casse du sucre sur le dos du Parti québécois. On a toujours été un parti progressiste, social-démocrate, qui vise l'équité sociale, la justice sociale, jamais laissé personne derrière. Je pense à Véronique Yvon, là, qui l'a bien démontré. C'est bien elle, en tout cas, qui est certainement l'esprit de ces comités non partisans sur des enjeux citoyens. Je pense qu'il faut s'inspirer d'elle. Il faut voir toujours en Véronique Yvon une incarnation de ce qu'est le Parti québécois puis de ce que sera le Parti québécois avec elle. Moi, je pense qu'évidemment, ce serait souhaitable, mais il faut arrêter de démoniser le Parti québécois. C'est une de mes raisons, d'ailleurs, de mon choix du Parti québécois. C'est, voyons donc. Pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Excusez, là. Il n'y a pas de Jean-Marie Le Pen dans le parti. Ça n'existe pas. Non, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec toi là-dessus. On va passer à quelques petites questions du public, peut-être une ou deux. D'abord, on a une question de Thomas Paradis qui te demande comment faire réaliser aux jeunes l'importance d'allier l'indépendance et la question environnementale. Mais encore une fois, ici, ça fait très bizarre à dire, mais je pense, peut-être que quelqu'un pourra me corriger sur les étapes, mais si la bourse du carbone a été avalisée avec le Parti québécois, avec François Blanchette à l'époque comme ministre de l'Environnement, je pense qu'il a été mis en route ou qu'il s'est concrétisé sous Jean Charest. Incroyable. Mais on voit bien parce que
on a cette distinction, on a cette façon différente de voir les choses qui est frappante. Et aux États-Unis, à qui pense-t-on? À quel État pense-t-on quand on passe à un État progressiste et surtout au niveau des mesures environnementales, on passe à la Californie? C'est quand même pas, c'est pas banal de penser que le Québec et la Californie ont été des pionniers au niveau climatique en Amérique du Nord. Eux aussi, d'ailleurs, ont un logo pour Republic of California avec un ours. Est-ce que nous, ce sera un ARFA, la République du Québec? Je ne sais pas, mais il y a clairement, en tout cas, une capacité. C'est quand même l'État, c'est l'État de l'industrie du spectacle aux États-Unis. Fait qu'ils ont beaucoup de panache puis beaucoup d'argent. Puis c'est le plus gros État aussi. Mais ce qui serait le fun de voir, c'est à quel point le Québec est un modèle au niveau, tu sais, je parlais tout à l'heure des barrages hydroélectriques qui pourraient être développés s'il y avait une volonté politique en Alberta de le faire. Bien, nous, on l'a eu. Puis on peut être fiers en maudit que la paix des Braves s'est faite en tout respect des Premières Nations. Puis il y a sûrement des erreurs à corriger avec d'autres Premières Nations, mais puis sûrement d'autres ententes à faire. Puis cette vision de voir les économies d'énergie qu'on demande aux Québécois et aux Québécoises de faire, de la désigner comme une centrale, la centrale îlot, je pense. Tu sais, comme cette vision des choses, elle se distingue de toutes les autres juridictions au Canada. Puis la Californie en est un parfait exemple. Elle est leader. Elle est leader au niveau des politiques en émissions. C'est en Californie qu'on détermine le niveau de pollution qui est admissible. Et donc, oui, certainement que si le Québec avait sa voix au Conseil des Nations, on pourrait certainement se péter les bretelles puis aller chercher des partenariats et avoir une influence positive. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, ce qui se passe actuellement avec le conflit en Ukraine, c'est quoi le nerf de la guerre? Et là, c'est même pas une expression. C'est quoi le nerf de la guerre pour les Russes? C'est le gaz. Hein? Donc, il faut arrêter de repousser ça. Tu sais, je pense que le Québec, autonome, souverain, qui s'exprime, a beaucoup à apporter au Conseil des Nations. Puis ne serait-ce que pour ça, au niveau climatique, c'est un gros plus parce que, regarde, il n'y a rien qui se passe depuis des années. On sait qu'on s'en va dans le mur, puis il y a toutes sortes de raisons pour rien faire. Ben, nous autres, en tout cas, là, on peut faire bien mieux, bien évidemment. Puis actuellement, bon, on peut certainement améliorer notre bilan énergétique au niveau des transports puis du chauffage, surtout des transports en particulier. Puis, mais on a intérêt à certainement mettre ça de l'avant puis à faire partie des bons exemples parce qu'on est constamment cités comme des Canadiens. Puis les Canadiens, ben, c'est un État producteur de pétrole. Moi, quand j'entends ça, ça me contrarie toujours. J'ai choisi mes mots. Parce que voyons donc, c'est effrayant. On est l'endroit où on est le plus intéressé au transport électrique, par exemple, mais on est décrit comme des producteurs de pétrole. Alors que quand on parle de la Norvège, qui est un des plus gros producteurs de pétrole au monde, on les décrit comme des pionniers d'auto électrique parce qu'effectivement, 90% des ventes là-bas, c'est des chars électriques. Fait que oui, on a intérêt, même si on est un petit pays, mais on peut apporter beaucoup dans le Conseil des Nations. Oui, c'est très intéressant. On a reçu là, beaucoup de questions du public. Je peux peut-être t'en poser une dernière, mais la plupart, on a quand même répondu. On a couvert pas mal de sujets aujourd'hui. Peut-être juste revenir sur ta position sur le nationalisme. Ça, c'est une question de Jean-Philippe sur Instagram et sur la langue. L'immigration, la culture, c'est quoi les projets que porte le Parti québécois? Puis qu'est-ce que tu veux donner comme couleur au Parti québécois avec ton engagement? Ben moi, je pense que le point majeur relativement à tout ça, c'est. Puis je sais que je suis un peu comme. C'est un peu comme. Ça arrive du champ gauche, mais la vérité, c'est que si on prend des habitudes de consommation d'audiovisuel je sais pas, des 30 ans et moins, mettons. Mais moi, je pense qu'on peut même dire des 40 ans et moins, là. Mais mettons 30 ans et moins, là, ben, on constate que l'exposition à notre culture est moindre. Bien sûr, il y aura toujours des parents exemplaires qui insistent pour que leurs enfants écoutent Télé-Québec. Il y en aura toujours, mais dans la grosse majorité, c'est pas ça. Puis ce sont des gains qu'on avait faits, que la Fédération canadienne avait permis à l'époque. C'était Pierre Junot, qui était le président du CRTC à l'époque, ce qui a amené au prix Junot, mais surtout au quota. Puis moi, je peux dire qu'en tant qu'ex-travailleur de la culture,
Je l'ai vécu, ça, l'offre et la demande et les critères imposés. Je veux dire, si Much Music n'avait pas été forcé de faire Musique Plus, ben, il n'aurait pas été forcé dans Musique Plus d'avoir autant de programmation québécoise, originale, et de là, on n'aurait pas développé tous ces talents qu'on a, qui aujourd'hui font notre fierté parce qu'on a plein par exemple, de productions internationales qui viennent tourner chez nous parce que nos techniciens et nos techniciennes sont fantastiques. Alors, je pense que le contenu culturel sur les écrans modernes, c'est prioritaire. Je pense que de mieux accueillir avec nos pleins pouvoirs en immigration, c'est absolument fondamental pour le futur du Québec. Merci beaucoup pour cette réponse. On va passer à notre dernier bloc. Notre dernier bloc, c'est un peu sous formule de ça ou ça. Donc, je vais te donner deux options entre deux choix, donc similaires. Puis, je vais te demander de faire un choix rapide avec une réponse courte. Est-ce que ça te va? Rapide peut-être, mais courte, ça va être difficile, mais je vais me forcer. C'est bon. Donc, on commence. Il y a 7 questions. La première, Longueuil ou Marie-Victorin? Dans l'appellation. Marie-Victorin, partiel. Marie-Victorin. Analyser la politique ou participer à la politique? Participer à la politique. Participer. Être sur le terrain ou être au Parlement? Les deux. Faire du pointage par téléphone ou faire du porte-à-porte? Les deux, c'est nécessaire. Étendre la loi 101 au cégep ou non? Absolument. On est rendu là. Je veux dire, c'est pas normal que le taux que les cégeps anglophones génèrent plus d'étudiants à l'université. Hey. René Lévesque ou Pierre Bourgault? Ah, René Lévesque. Pourquoi? Ah, ben parce que René Lévesque, M. Bourgault était certainement un explorateur, un pionnier, mais sans une idée, sans la pénétration de l'idée, sans la communication de l'idée, et ne pourra pas fleurir. Puis si je me souviens bien, d'ailleurs, de René Lévesque ayant été député de Taillon à Longueuil. Ben oui, absolument. Alors, tu sais, quand on me demande à choisir entre Longueuil et Marie-Victorin, il y a 2 circonscriptions là, qui définissent Longueuil. C'est Taillon, les circonscriptions de René Lévesque et de Pauline Marois, puis Marie-Victorin. Mais c'est quand même Marie-Victorin où il y a une partielle. Et finalement, la dernière question. Un Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou un Québec-province avec un État fédéral de gauche? Oh, quelle question! Chienne! Je dirais un Québec indépendant avec un gouvernement de droite parce que son temps va passer puis on aura un gouvernement de gauche après. J'aime beaucoup cette réponse, honnêtement. Puis ça fait le tour de mes questions, ça ou ça. Alors, je veux vraiment te remercier, Pierre, pour tout le temps que tu m'as accordé aujourd'hui, les réponses en détail, les connaissances scientifiques que j'ai acquises grâce à toi. C'est vraiment intéressant. Puis, en guise de conclusion, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer pour ta campagne, comment est-ce qu'on fait? Ah, ben, on appelle au 450. Non, en fait, c'est pas le 450. En plus, c'est drôle parce que c'est un cellulaire de Mercier qui nous a prêté un téléphone. Nous autres, on peut faire des économies puis acheter une pancarte de plus ou avoir quelqu'un d'autre pour payer des gâteaux pour que quelqu'un vienne faire du bénévolat. Fait que c'est le 514-447-1090. 514-447-1086. Puis évidemment, vous nous trouverez facilement sur les médias sociaux. J'invite tout le monde à contribuer, à venir faire leur part parce que, évidemment, Marie-Victorin, c'est une occasion unique d'envoyer un message fort pour l'élection du 3 octobre, dans la mesure aussi, c'est d'envoyer un signal fort comme quoi, effectivement, dans Marie-Victorin, l'idée d'indépendance est bien vivante. Donc, je te remercie énormément. J'invite d'ailleurs nos auditeurs qui ne sont pas abonnés à Génération Oui à s'abonner sur notre plateforme, YouTube, Spotify et tous les autres. Vous connaissez la formule et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Salut Marc-Antoine. Salut. Salut tout le monde.